Bonjour chers élèves, bonjour à tous. Je suis Anis Agrobi, enseignant d'informatique au lycée Tahar Sfarsous. Je vais vous accompagner aujourd'hui dans une nouvelle leçon de technologie d'information et de la communication. Cette leçon est intitulée « Introduction au langage côté serveur ». Elle a été encadrée par Monsieur l'inspecteur général Lotfi El-Aïb. Bien évidemment, d'après les autres leçons que vous avez déjà vues avec les autres collègues, on a vu le langage côté client, qui est principalement le langage JavaScript et bien sûr le langage HTML et du CSS pour apporter du design sur les pages web. Donc ces langages-là, ils s'exécutent côté client. Mais dans notre leçon, on va essayer d'aborder ensemble un nouveau langage qui s'exécute côté serveur, qui est le langage PHP. Pour ce, notre leçon sera répartie comme suit. On va commencer par un rappel pour voir ce qu'on a vu, ou bien pour revenir sur ce qu'on a vu avec les autres collègues. On va voir le principe de fonctionnement d'un site statique contre un site dynamique et le langage PHP pour voir l'ensemble de ses instructions, donc sa syntaxe. On va voir les structures simples et on va terminer notre séance avec une évaluation sous forme de quiz. On va commencer maintenant avec la partie rappel pour voir donc le site qui a été réalisé par mes autres collègues, qui est le site Point Santé. Donc on va revenir vers notre bureau. Donc le dossier dans lequel on a créé notre application ou notre site, c'est le dossier Point Santé. On va entrer dans ce dossier et exécuter le fichier index.htm ou HTML. Donc ce fichier va être exécuté par le navigateur. On voit très bien que le navigateur, donc, il affiche le contenu de notre page qui est formé de deux cadres, donc c'est une page de cadre. Dans le premier cadre, on trouve le menu et dans le deuxième cadre, on affiche les pages. Donc cette page d'accueil, elle contient une image avec du texte. On a aussi calculé l'IMC qui est l'indice de masse corporelle. Donc cet IMC-là nécessite deux valeurs, le poids et la taille. Et ces valeurs-là vont être interceptées par le JavaScript. Et le calcul va être fait aussi par le JavaScript. Donc JavaScript qui est le langage côté client. On voit très bien qu'on est en train d'exécuter en local notre site. Donc il ne nécessite pas de logiciel spécifique. Donc si on exécute cet exemple, on va insérer des valeurs. Je vais mettre par exemple la valeur 76 pour dire le poids en kilogrammes. Et en centimètres, je vais mettre le 167 par exemple. Donc cette valeur-là doit être validée en cliquant sur le bouton calculer. On voit que l'IMC a été calculé et affiché. Donc c'est le 27. Et on a un indicateur qui affiche l'interprétation de cet IMC. Dans notre cas, c'est un surpoids. Le deuxième exemple, c'est l'interprétation de l'IMC. On a un tableau qui contient des boutons radio. Donc ces boutons-là peuvent être, on peut sélectionner un de ces choix-là. Si je sélectionne par exemple l'intervalle de 25 à 30 et afficher interpréter, donc on clique sur interpréter, ça nous affiche une boîte de dialogue. Donc interprétation d'après l'OMS, c'est un surpoids. Donc cette boîte de dialogue a été affichée à travers JavaScript Anchor. Donc on va valider cette boîte de dialogue. Pour le quatrième choix dans le menu, on a un lien s'abonner. Donc ce lien-là nous affiche un formulaire. Donc vous avez bien vu comment créer les formulaires. Ce formulaire contient des champs texte, contient des boutons radio et contient une liste de choix
Donc on va remplir ce formulaire avec des valeurs. Donc le nom, prénom, je vais mettre donc Agrobi à Nice. Au niveau de l'adresse email, on va saisir une adresse email avec un format bien déterminé. Donc, elle doit contenir l'arrobase et elle doit contenir à un certain moment donc le point suivi du COM par exemple. Donc cette adresse doit être validée. Si je ne continue pas le remplissage de notre formulaire et je clique sur s'abonner, on voit que JavaScript permet de valider ce formulaire. Donc il nous affiche saisir un mot de passe de taille supérieure à 6 et sans espace parce que notre champ il est vide. Il est de même pour les autres champs. Donc on va continuer à remplir notre formulaire. On va sélectionner IDENAR comme mode de paiement. On sélectionne la périodicité trimestrielle dans notre cas par exemple. Après le remplissage de notre formulaire, on va terminer en cliquant sur s'abonner. On voit bien que rien ne se passe. Donc j'ai apporté quelques modifications sur cette page. Donc on clique cette fois sur s'abonner. On voit bien que cette page a été affichée avec les données qui ont été remplies dans le formulaire. Donc ces informations ont été récupérées à partir du formulaire et ont été affichées sur la page. Donc là, vous avez vu qu'on a apporté un petit peu donc, de dynamisme sur notre page web. Donc ces valeurs-là, ils dépendent de ce qui a été introduit dans le formulaire. Et tout ça a été réalisé à travers le langage côté serveur, qui est le langage PHP. Donc on a vu deux façons d'exécution de notre site. L'une, en cliquant directement sur le fichier d'après le dossier local, et l'autre en l'exécutant à partir d'une application qu'on va la voir tout à l'heure. Donc ces deux-là nous mènent à étudier deux types de sites. Donc le premier, on les appelle les sites statiques et le deuxième, les sites dynamiques. Donc on va revenir vers notre cours pour voir ces deux notions. Donc ici, on va s'intéresser au principe de fonctionnement de ces deux types de sites. On va commencer par le site web statique. Donc comme on sait qu'un site est consulté sur un ordinateur en local. Donc sur mon ordinateur, je vais démarrer l'application navigateur web. Et dans l'application, on va saisir une URL. Donc le cas d'un site web statique, cette URL généralement, elle contient une page d'index qui se termine par l'extension HTML. Donc le navigateur, il envoie cette URL vers le serveur à travers le protocole HTTP ou HTTPS. Donc ce serveur-là va chercher dans son arborescence la page demandée et utilise un logiciel serveur web. Donc ici, notre cas, c'est l'Apache, capable de traiter ces requêtes et il renvoie une page HTML. Donc une page HTML, bien sûr, elle contiendra les fichiers JS, les fichiers CSS pour qu'elle soit affichée sur le navigateur. Donc c'est le navigateur qui se charge de transformer ce qui a été reçu depuis le serveur pour qu'il construise notre site en local. Voyons maintenant, pour le cas d'un site web dynamique, comment ça fonctionne. Donc, c'est presque les mêmes étapes. On va voir où il y a les différences. Donc, on commence par saisir l'URL, mais cette fois-ci, on va demander un fichier avec une extension PHP. Ce fichier-là
il va être demandé donc, sur le serveur web. Ce serveur-là, il va vérifier que ce fichier peut être bien exécuté donc, à partir d'une application PHP. Donc, il va consulter le serveur PHP. Le serveur PHP, il va consulter MySQL si jamais il y a une connexion avec la base de données. Et il va donc interpréter ces informations. Donc, il va analyser et exécuter donc, le code PHP. Puis, il va nous renvoyer un fichier dépourvu du code PHP, c'est-à-dire qui ne contient que du code HTML. Donc, cette réponse-là va être interceptée par le navigateur client. Elle va être donc transformée pour qu'elle soit affichée correctement. Comme on le voit dans notre cas, on a consulté notre serveur pour afficher ce formulaire. Bien évidemment, il y aura donc des va-et-vient entre le client et le serveur. Donc, si on remplit donc, ce formulaire avec les informations requises, on clique sur le bouton s'abonner, on voit qu'il y aura une autre demande d'un autre fichier de type PHP. On va voir où on va demander ce fichier-là dans la partie code. Ce fichier contient du code PHP qui sera analysé par le serveur PHP et il va transformer toutes ces données pour ne générer qu'un code HTML pur. Donc ce code-là va être renvoyé vers le navigateur et le navigateur, il va transformer ce code pour qu'il soit affiché correctement avec les informations qu'on a envoyées depuis notre formulaire. Donc, là, on a vu donc, le type de site statique et le type de site dynamique ou page statique, page dynamique. Voyons quelles sont les différences entre ces deux types de pages. Donc, pour une page statique, si on va voir la présentation, les pages web statiques restent les mêmes jusqu'à ce que quelqu'un les modifie manuellement. Donc, c'est rare où vous visitez donc, un site statique et vous voyez lors de navigation un changement dans les pages. Par contre, les pages web dynamiques, ils sont comportementales, c'est-à-dire que le contenu, il est distinct d'un utilisateur ou d'un visiteur à un autre. Alors, pour la base de données, les sites statiques n'utilisent pas de base de données. Par contre, les pages web dynamiques, on a donc tout un serveur qui est le serveur MySQL qui permet de gérer les bases de données à travers PHP. On peut les consulter. Le temps de chargement, déjà lorsqu'on a présenté les deux types de sites, on a vu que lors de l'explication de la partie dynamique, elle a pris plus de temps que l'explication de la partie statique. Donc même la demande de la page statique, elle va demander moins de temps que la page dynamique. Donc pour le changement d'information, on a dit que ça se produit rarement pour les pages statiques, mais ça se produit de façon fréquente donc au niveau des pages web dynamiques. Pour le langage ou les langages utilisés, pour un site web statique, on utilise principalement le HTML, JavaScript, CSS. Mais pour les pages web dynamiques, on va ajouter encore le MySQL et le PHP. Donc passons maintenant pour le langage PHP et voir ses différentes propriétés et comment on peut installer le PHP sur notre machine et comment on peut l'utiliser. Donc on va parler de l'environnement de travail du langage PHP. Donc le langage PHP, c'est pour dire Hypertext Preprocessor. Ce langage-là, il dit de script parce qu'il s'inclut dans le code HTML. Il est traité côté serveur et non côté client. Il est conçu pour des applications Internet exclusivement.
il permet de gérer essentiellement la communication avec la base de données. Donc l'environnement de travail, là pour pouvoir donc utiliser un PC et exécuter sur ce PC du PHP, donc on a besoin d'un logiciel capable d'émuler le serveur, donc c'est un émulateur. Grâce à lui, le code PHP sera bien exécuté. Tandis que le JavaScript et le HTML continueront toujours d'être exécutés par notre navigateur de façon naturelle. Donc parmi les utilitaires les plus répandus et accessibles, on peut citer WAMP et le EasyPHP. Mais on utilisera ce dernier, donc qui est le EasyPHP, à la suite de notre cours. Alors le EasyPHP, une fois il est installé, en suivant donc les étapes triviales au niveau de l'assistant d'installation d'EasyPHP, il va apparaître en bas à droite, comme on le voit ici, donc il va apparaître en bas à droite dans la barre de tâches de Windows. Et là, c'est notre serveur EasyPHP qu'on va essayer donc de l'exploiter ou de l'explorer directement sur notre bureau. Donc on va basculer sur le bureau, on va lancer EasyPHP. Donc le temps qu'il se charge et il démarre donc les serveurs, on voit très bien que deux serveurs ont été exécutés et ont été démarrés, le serveur Apache et le serveur MySQL. Donc cette fenêtre à ne pas fermer, sinon on va arrêter notre serveur. On va la réduire en bas et on va voir ce qui contient le menu dans la partie, donc dans l'icône système EasyPHP. Donc ce menu-là contient l'option de quitter, arrêter, ça permet donc d'arrêter les serveurs, redémarrer si on a besoin de redémarrer donc ces serveurs pour un problème. Donc la partie web locale, donc si on clique dessus, vous voyez que ça nous affiche le contenu d'un dossier très important dans EasyPHP qui est le dossier www. Donc ce dossier local, il contient donc tous les dossiers des différents sites qu'on a réalisés. Dans notre exemple, j'ai 3 dossiers que j'ai réalisés. Généralement, le dossier doit contenir donc un fichier avec le nom index et l'extension, elle peut être bien sûr .html ou PHP. Donc si je vais revenir ou reprendre notre application ou notre site, .santé, on va voir qu'il affiche le site. Alors un autre point très important, on remarque qu'il n'utilise pas le chemin du fichier, mais il utilise une URL. Cette URL, elle commence par le 127.0.0.1. Ça permet de faire référence au localhost ou bien au nom de notre machine. Il y a une autre option aussi très importante qu'on doit donc connaître, c'est le choix administration. Alors si je clique sur administration, et c'est ce que vous allez avoir besoin dans les autres cours et dans ce qui suit, donc dans la partie technologie d'information et de communication, c'est le serveur PHPMyAdmin. C'est ce serveur-là qui permet de gérer les bases de données. Donc si on clique sur gestion base de données, on voit que l'interface de MySQL qui sera affichée, et là on peut créer des bases de données, on peut manipuler, etc. Et ça, c'est ce que vous allez voir donc, dans les autres cours. Donc c'est tout donc, pour tout ce qui se rapporte à cet environnement de travail de EasyPHP, donc du serveur donc, ou de l'émulateur donc PHP, qui nous permettra de réaliser nos applications. Donc c'est bien de le maîtriser et de connaître toutes les options qui nous offrent. Donc on va revenir sur notre cours. Donc, et après l'exploration de notre outil EasyPHP, on va s'intéresser aux différentes syntaxes de notre langage. Donc PHP, c'est un langage, on a dit, qui s'inclut dans HTML. Donc on a besoin
des balises spécifiques qui permettent de le différencier des différentes balises HTML. Alors ces balises-là, ouvrantes et fermantes, on a le premier choix qui est inférieur point d'interrogation PHP et point d'interrogation supérieur. Et on a un autre choix donc, qui est une écriture simplifiée, donc inférieur point d'interrogation et point d'interrogation supérieur. Donc bien sûr, on recommande d'utiliser la première parce qu'elle est compatible avec toutes les versions. Exemple, je vais écrire ce petit bout de code. Ça, c'est du HTML pur. Par contre, ce code-là, c'est du PHP. C'est-à-dire que l'analyseur PHP donc, va ignorer cette ligne, mais par contre, il va analyser la deuxième. Et il va ignorer la ligne qui le suit. Donc, notez bien que tout ce qui se trouve en dehors de la paire de balises ouvrantes fermantes de PHP est ignoré par ce dernier. Ensuite, on va voir les séparateurs d'instructions. Donc, toute instruction en PHP doit se terminer par un point-virgule. Donc, pour la dernière ligne avant la balise fermante, ce point-virgule, il n'est pas obligatoire. Bien sûr, comme le langage Pascal. Donc, on voit que cette instruction-là se termine par point-virgule, et cette deuxième aussi. Mais la dernière, parce qu'elle est avant la balise fermante, il n'y a pas de point-virgule. Donc, pour commenter ce code, PHP nous offre différentes façons. Donc, on peut commenter en utilisant une seule ligne. Donc, on utilise les doubles slash ou bien le dièse. Mais le dièse, il est peu utilisé. Sinon, si on veut commenter sur plusieurs lignes, on peut utiliser le slash étoile et étoile slash. On va passer maintenant à une activité et voir comment on peut exécuter un code PHP. Donc cette activité nous demande de créer un répertoire nommé activité PHP sous le répertoire racine du serveur web. Donc si la machine, si l'application est installée en 64 bits, on va trouver sous le programme file, sinon sous le programme files 86. Donc c'est le dossier www dont on a parlé tout à l'heure lorsqu'on a présenté l'application EasyPHP. Alors on va créer un fichier texte nommé mon premier script.php et on va saisir ce code. Vous voyez qu'on a inclus du code PHP dans la partie HTML. Ensuite, on va exécuter donc, ce fichier, donc on va l'exécuter depuis son dossier, depuis le répertoire dans lequel on l'a enregistré, dans le navigateur. En l'exécutant, donc vous voyez ici que j'ai un fichier, donc un chemin d'un fichier. Vous voyez que le navigateur n'arrive pas à interpréter donc, ce code. Donc il n'arrive pas à l'interpréter malgré qu'il contient donc du HTML. Mais l'extension, elle est PHP et pas HTML. Et l'interpréteur, il va n'interpréter que les extensions HTML ou HTML. Donc si on va faire, on va faire le même procédé, mais cette fois-ci, on va démarrer EasyPHP ou on va lancer EasyPHP. Et en allant au navigateur, on va inscrire cette adresse. Donc, bien sûr, là, vous comprenez qu'on est en train d'utiliser un émulateur PHP pour pouvoir accéder au dossier www qui existe dans notre disque. Donc, l'adresse http 127.0.0.1. Donc, là, le dossier dans lequel on a enregistré et le nom de fichier .php. Ça va nous renvoyer maintenant un code qui est lisible par le navigateur. Donc ce code-là, il a été interprété par l'application ou par l'émulateur donc PHP, par le PHP, pour pouvoir afficher donc, du texte, du HTML pur donc, au niveau du navigateur. Alors, remarque, le fichier PHP doit être enregistré dans le répertoire d'hébergement du serveur Apache. Donc, généralement, ça doit être le programme files EasyPHP, le www. Donc, en tout cas, c'est le dossier www.
Bien sûr, je répète, on a choisi d'utiliser EasyPHP, mais c'est possible d'utiliser WAMP aussi. Donc le fichier n'est exécuté qu'à travers son adresse web. Et cette adresse web, on peut la référencer à travers localhost. Donc ce nom-là, il fait référence directement à l'adresse IP 127.0.0.1. Ou bien on peut aussi consulter donc, notre page à travers le nom de la machine qui est peu utilisée. On va acheminer maintenant avec les structures simples de PHP. Donc, PHP, comme tout autre langage, permet donc de faire entrer des informations, ou de traiter donc les informations en entrée, de faire afficher des résultats et de faire des calculs. Donc, voyons ensemble les variables avant. Alors, les variables, PHP est sensible à la casse. Donc, en effet, $ch ou $ch en majuscule permet d'adresser deux variables bien distinctes. Donc, pour déclarer une variable, il suffit de la précéder par le signe $. Et lui affecter une valeur. Donc je prends comme exemple, on a déclaré ici $ch, c'est une variable qui contient la valeur langage PHP, et on a déclaré $x est une variable qui contient la valeur 2021. Le type en PHP peuvent être, ou les types en PHP peuvent être, donc une valeur entière, une valeur réelle, qui est le double, une valeur chaîne de caractères, c'est le string, ils peuvent être de type tableau, donc le array, ou bien de type objet, qui est object. Donc pour manipuler les variables, on distingue les fonctions suivantes. I7, entre parenthèses, le nom de la variable, elle permet de déterminer si une variable est bien définie. Donc elle va renvoyer true si $mb est défini, false si cette variable n'est pas définie. La valeur, donc elle n'est pas définie, donc la valeur false. Par contre, ici on a défini une valeur, c'est-à-dire on a affecté une valeur à nb, donc le i7 va retourner la valeur donc true. Donc empty, elle retourne true si $mb est vide, sinon elle renvoie false. Dans notre cas, vous voyez que j'ai utilisé différent pour le nom, donc c'est la négation. Donc $r est égal nom de empty $mb. Donc nb contient 10, donc elle n'est pas vide. Donc le nom, si elle est vide, elle renvoie, donc on a dit, si elle est vide, elle renvoie donc true. Si elle est fausse, elle renvoie false. Donc ici, on va avoir true. Ici pour getType, donc getType, ça permet d'afficher le type de la variable. Donc $mb, elle contient 10. Donc $r va contenir la valeur integer. On a le setType, ça permet de convertir le type de la variable. Donc $mb, on va la convertir en string. Si on va afficher maintenant le type de mb qui était integer, maintenant il va être string dans notre cas. Bien sûr, il y a une autre façon pour transtyper les variables. Donc, on utilise entre parenthèses le type vers lequel on veut convertir, suivi du nom de la variable. Donc, on a dit que PHP est sensible à la casse, sauf que pour les valeurs true et false, on a utilisé une fois majuscule, une fois minuscule, et ça pour dire. Donc le true minuscule est bien égal au true majuscule, et le false minuscule est bien égal au false majuscule. Donc il n'y a pas de différence au niveau PHP pour true et false. Donc
au niveau des types, le type d'une variable n'est pas déclaré de façon explicite, mais d'une façon dynamique au moment de l'affectation d'une valeur. Donc on prend un exemple, $x est égal à true. Donc ici on a défini une variable x de type booléen. Si on affiche son type, il va nous afficher la valeur booléenne. Je peux, dans le même fichier, donc, affecter différentes valeurs à cette variable, c'est-à-dire changer son type donc, lors de l'exécution du même programme. Donc j'ai pris un autre exemple, $x est égal quatrième info. Donc c'est une chaîne de caractères dans ce cas. Donc le getType, vous voyez qu'il affiche string. Le troisième exemple, $x est égal à tick. Mais ici j'ai voulu donc mettre l'accent sur la partie pour désigner donc une chaîne de caractères. On utilise au niveau PHP ou bien les apostrophes ou bien les guillemets. Donc ça va donner aussi string. Donc $x est égal à 12, le type va être integer, et $x est égal à 12,5, notre type ici c'est double. Bien sûr, donc, comme tout langage, PHP donc, contient les variables et aussi les constantes. Donc une constante est caractérisée par un nom et une valeur. Elle est définie en utilisant la fonction define. Sa syntaxe est la suivante. Define, nom de la constante, suivi de la valeur. Donc, exemple, define. Donc, notre constante section contient sciences de l'informatique. Si on veut afficher maintenant en utilisant la concaténation de ces deux chaînes-là, donc echo quatrième année point section, il va nous afficher quatrième année sciences de l'informatique. Il y a un ensemble de fonctions prédéfinies qu'on peut les utiliser sur les chaînes de caractères. La première fonction, c'est le substr. Cette fonction, elle permet de retourner une sous-chaîne spécifiée avec le début, donc qui est une valeur de type entier, int, et la longueur, c'est la taille. Donc qu'on veut extraire, elle est de type entier, mais elle est mise entre deux crochets, donc c'est-à-dire qu'elle est optionnelle. Je prends cet exemple. Echo substr informatique 5.3. Pour pouvoir comprendre comment extraire une sous-chaîne, il faut comprendre comment PHP représente les chaînes. Donc les chaînes, il les représente sous forme de tableau, comme tout autre langage. Sauf que la spécificité ici, c'est que notre tableau commence par la valeur 0. C'est-à-dire le premier caractère a un indice 0. Donc, mais il y a une autre chose spéciale ici, c'est l'indice négatif. Donc on voit bien que le dernier a l'indice moins 1. On va voir à quoi va être utile. Donc si on veut extraire maintenant une sous-chaîne de informatique, on a dit que début c'est 5. Donc ici notre début. On va extraire 3 caractères. Donc les 3 caractères qui suivent le début. Donc c'est 3 caractères. Donc les 3 caractères qui suivent, notre résultat va être math. Pour le deuxième exemple, on a dit que taille, elle est optionnelle. Donc si on met donc 7 à ce niveau-là, c'est-à-dire à partir du caractère 7. Donc le caractère 7, c'est le T. Donc à partir de, sans spécifier la taille, il va prendre tout le reste. Donc ici, on aura tick. Le troisième exemple, là, on a utilisé un indice négatif. Donc le moins 5. Donc le moins 5, c'est là. C'est-à-dire donc à partir du caractère T.
Mais est-ce qu'il va donc aller à gauche ou à droite? Bien évidemment, il va aller vers la droite. Donc ici de moins 5 jusqu'à la fin. Donc il va prendre le même résultat que tout à l'heure. Donc ça va être le tic. Le dernier exemple, on a spécifié ici une taille. Donc de moins 5 à 3. Donc il va nous donner ou nous renvoyer. Donc de moins 5 c'est T. Donc 3 c'est TI cuculent. Donc on aura tic. Voilà notre corrigé de cet exemple. Donc j'espère que c'est facile pour vous et vous avez bien capté ça. La deuxième fonction, plutôt, ça va être la fonction strlen. Donc strlen, elle accepte en paramètre une chaîne de caractères et elle nous renvoie un entier qui représente sa taille. Donc sa taille en nombre de caractères. Donc pour notre exemple ici, on prend toujours le mot informatique. Si on affiche sa taille, ça va être évidemment 12 caractères. Si on va les compter, 1, 2, 3, jusqu'à 12. Comme tout langage, on a un ensemble d'opérateurs arithmétiques qu'on va donc utiliser pour pouvoir écrire nos programmes. On va donner x est égal à 11. Le premier opérateur usuel, donc ici c'est l'addition. Le deuxième, c'est la soustraction, c'est la multiplication et la division. Donc ce sont 4 opérateurs usuels dans tout langage. Bien évidemment, on peut aussi avoir le modulo. Donc au niveau PHP, on utilise le pourcent. C'est le reste de la division entière. Alors comment on peut avoir le quotient de la division entière? Donc il y a une méthode. On peut transtyper le résultat de x sur y. Donc en entier. Et là, si je prends un exemple, on a $A est égal à 23, $B est égal à 4. Donc pour avoir le quotient, on utilise le transtypage de résultat $A sur B. Elle va être donc double, elle va être transformée en integer. Donc il va enlever la partie décimale. On va avoir 5. Par contre, donc, le reste de la division entière de $A % $B, il va nous donner 3. Il y a des opérateurs qu'on appelle les opérateurs associatifs. Donc ici, c'est nouveau pour vous. Donc si on prend x est égal à 11, cette écriture-là, déjà, vous la connaissez. X est égal à x plus 3. Au niveau PHP, peut être écrite x plus égale 3. Donc l'opérateur associatif ici, c'est le plus égal. On a aussi le moins égal. Et le fois égal. Et la division slash égal. On va voir tout à l'heure qu'il y a aussi un opérateur associatif qui est le point égal pour la concaténation. Les opérateurs de comparaison, comme tout langage, on a le égal égal pour désigner l'égalité, le inférieur égal, le supérieur et le supérieur égal. Pour le différent, on utilise point d'exclamation égal. Les opérateurs logiques, donc on a le et, on utilise les deux, donc symbole et pour le ou, on utilise 2 barres successives. Le point d'exclamation pour désigner le non ou le not ou la négation. Donc, c'est-à-dire que si le résultat est vrai, elle va être transformée en false. Si le résultat est false, elle va être transformée en true. Alors voyons maintenant comment on peut afficher dans la page web du contenu PHP. Donc on peut utiliser, donc, pour afficher les données dans une page web, la fonction echo. Sa syntaxe, elle est echo, entre parenthèses, une expression.
Alors, ces parenthèses-là ne sont pas obligatoires. Donc, on peut écrire écho, on ouvre les guillemets ou les apostrophes et écrire le texte qu'on veut afficher. Bien évidemment, il faut terminer chaque instruction par point-virgule. Mais aussi, il y a deux autres façons qu'on peut donc utiliser pour afficher du texte au niveau PHP. Donc, on peut utiliser la virgule pour séparer différentes valeurs. Donc, on appelle ça donc différents arguments. Donc, la chaîne peut être passée soit individuellement comme plusieurs arguments. On peut aussi concaténer toutes les chaînes dans une seule pour pouvoir l'afficher sur l'écran. Donc, ces trois résultats-là, ils vont nous donner cet affichage. Donc, ces trois instructions vont nous donner cet affichage. Mais, ici, il y a une petite remarque. Il ne faut jamais donc, utiliser de parenthèses dans ce type d'affichage en utilisant plusieurs arguments. Pourquoi? Parce que c'est simple. Donc, au niveau de notre syntaxe, on a dit écho expression. Donc, expression, ça doit être donc un argument. Mais ici, on a plusieurs arguments. Donc, ça, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à écho ceci. Écho donc, est une chaîne. Écho constitué de plusieurs paramètres. Écho BR. Donc, si on utilise des parenthèses, il y aura une erreur au niveau PHP. Les entrées au niveau PHP, donc pour pouvoir entrer des données ou bien envoyer des données à l'analyseur PHP, on peut utiliser de façon différente. Alors, on peut récupérer les données à travers les paramètres envoyés vers la première page en utilisant l'URL sous cette forme. On a l'adresse, le nom de fichier .php, le nom du fichier .php, suivi de point d'interrogation. Ensuite, on va désigner le nom de la variable égale valeur et nom de la variable 2 égale valeur et nom de variable 3 égale valeur et ainsi de suite. Donc, je prends un exemple pour ça. J'ai cette URL qui contient donc l'URL site.org. Notre page, c'est bonjour.php. Mon premier paramètre, c'est nom et qui a comme valeur Agrobi. Mon deuxième paramètre, c'est prénom et qui a aussi comme valeur Anis. Donc, pour pouvoir donc, comprendre ça, il faut comprendre que PHP, il va récupérer ces valeurs à travers une variable spécifique qui s'appelle le $get. Donc, cette variable-là fait référence au nom du paramètre. Et ce nom de paramètre, il va nous envoyer une valeur qui est la valeur du paramètre. Donc, ces variables-là sont représentées dans un tableau associatif pour la variable $get. Donc, pour chaque nom, on lui associe une valeur. On va revenir sur cette notion de tableau tout à l'heure avec l'exemple qu'on va prendre pour notre formulaire. Donc, si on veut afficher en utilisant ce bout de code, bonjour, $get prénom, donc $get nom, notre PHP va générer ce résultat qui est bonjour Anis Agrobi. Donc, il va récupérer le prénom suivi du nom concaténé avec le symbole point. Sinon, on peut aussi récupérer depuis un formulaire, et ça c'est la partie la plus importante, donc on va l'utiliser beaucoup dans nos activités. Donc, on va récupérer des informations depuis un formulaire en utilisant les tableaux associatifs. Donc, selon la méthode utilisée, bien sûr. Dans le formulaire, on va voir, dans la balise form, on peut spécifier la méthode qui peut être get. Donc, là, on a créé une variable qui est le tableau associatif $get. Donc, pour récupérer l'ensemble des noms des objets. Comme on peut utiliser méthode post. Et là, on crée une autre variable, mais cette fois-ci, c'est $post. Alors, voyons cet exemple de près avec notre formulaire qu'on a réalisé tout à l'heure et qu'on a exécuté. Donc, ce formulaire contient un ensemble de champs. Donc, si on va
le remplir et on va cliquer sur s'abonner. On va analyser le code HTML en tant que code simplifié. Donc vous voyez que c'est une partie, ce n'est pas le code réel qui nous a permis d'afficher ce formulaire. Donc ce qui nous intéresse, ce sont les différents textes qui sont en gras. Donc on a la méthode qu'on a utilisée ici, la méthode post. L'action, on va voir son utilité tout à l'heure, donc qui nous permet de demander un autre fichier comme résultat lorsqu'on clique sur Submit. Donc action, j'ai nommé ce fichier action1.php. Donc au niveau de notre formulaire, on a donc 3 inputs de type texte, on a 2 inputs de type radio et on a un champ select. Mais ce qui nous importe le plus, ce sont les noms. Donc ici, on a name T1, T2, T3, name R1, R1, donc parce que là, on utilise un bouton radio, et on a name D1 pour désigner le champ select. Alors en cliquant sur Submit, notre formulaire va demander à action.php pour qu'il traite ces données. Donc ce fichier-là est présenté comme suit. Donc on voit bien qu'il contient du HTML et du PHP. Et on va demander à la variable de l'ARPOST donc d'afficher les valeurs des différentes variables T1 et D1 et R1. Donc ces variables-là sont présentées dans un tableau associatif. Donc T1 il contient la valeur, la valeur qui a été envoyée depuis le formulaire. Même chose pour D1 et R1. Bien sûr, donc cette variable de l'ARPOST contient toutes les variables qui ont été envoyées. Dans notre cas, on n'a utilisé que 3, mais il y en a d'autres variables qui ont été envoyées depuis le formulaire. Donc, bien évidemment, ce traitement-là est un peu minimaliste, donc c'est un peu minimal. Le traitement réel, normalement, pour un formulaire d'abonnement, c'est d'inscrire ces données-là dans la base de données. Donc, c'est ce qui va être fait dans les autres séances. Donc, là, on va voir la différence entre post ou get. On a dit que post, ça permet d'envoyer les données à travers un formulaire et ce n'est pas dans l'URL. Par contre, le get, elle est dans l'URL. Donc, la méthode post, elle cache les informations transmises. Par contre, la méthode get, les informations sont transmises ou transitent par l'URL. C'est-à-dire que toute info qui a été envoyée, on peut la voir dans l'URL. On envoie donc les données à une taille de maximale, donc de 255 caractères pour le get. Par contre, pour post, on a donc un très grande taille au niveau des chaînes ou du contenu des différents champs. La dernière différence, on parle de sécurité. Donc ça c'est logique. Si on transmet les données telles que les mots de passe ou par exemple une information ID ou quelque chose comme ça d'une commande, si on la passe dans l'URL, elle peut être modifiée à tout moment. Donc c'est pour cela qu'on parle de post, elle est sécurisée. Par contre, get, elle n'est pas sécurisée. On va passer maintenant à une évaluation pour voir ce que vous avez appris dans cette leçon. On commence par la première question. Comment préciser quel script sera lancé par le bouton Submit dans un formulaire? Donc je vous laisse quelques secondes. Donc bien sûr, si on veut que notre formulaire envoie ces données à une autre page, il faut utiliser le mot-clé action et spécifier la page vers laquelle on veut envoyer ces données. Donc la deuxième question, quelle méthode transmet les données via l'URL? Est-ce la méthode get, post, les deux, ou bien aucune des deux? Donc réfléchissez un peu.
Bien sûr, c'est simple. Donc, c'est la méthode get qui permet d'envoyer des données à travers l'URL. Comment mettre un commentaire dans du PHP inclus sur une page HTML. Très bien. Donc, on utilise le double slash, ou si on veut donc commenter plusieurs lignes, on utilise slash étoile étoile slash. Donc, bien sûr, donc, ce symbole pour les commentaires est utilisé dans la partie HTML. Donc, on peut utiliser aussi le dièse donc, pour commenter sur une seule ligne, comme on l'a vu dans le cours. La question suivante. Comment rendre un champ invisible dans un formulaire? Donc, les champs invisibles, ce sont des champs non visibles à l'utilisateur. Donc, bien sûr, on va utiliser le type hidden. Et pourquoi on a besoin de ces champs invisibles? Donc, ces champs-là vont contenir des informations donc, un peu sensibles, comme une chaîne donc, de cryptage, ou comme donc, ici dans l'exemple un identifiant d'une commande, ou un jeton de sécurité. Comment tester si une variable est non vide? Donc, faites attention, c'est une variable non vide. Donc, bien sûr, elle nous donne donc une information sur la variable, est-ce qu'elle est vide ou non. Un petit pour dire donc vide. Donc, vide, ça veut dire true. Mais ici, on utilise différent de un petit. Donc, on n'utilise pas un petit. Par contre, isEt, elle permet de vérifier si une variable a été définie. C'est-à-dire, elle existe. On lui a affecté une valeur auparavant. Un code PHP est délimité par quelle balise? Donc, on a bien vu ça dans le cours. Mais ici, il y a une autre balise donc, qui n'est plus utilisée avec les versions après la version 7 donc de PHP, qui est la balise script langage égale PHP. Donc, les autres, on les a vus dans le cours. Qu'affiche ce code? Donc, on a un nombre qui est égal à 2, un deuxième nombre égal à 2. On va afficher nombre 1 point avec plus et point nombre 2. Donc, vous faites attention. Alors ici, on utilise echo. Donc, echo, elle affiche le contenu de la variable indépendamment. Donc, elle ne va pas donc analyser son contenu. Donc, ce qui va nous afficher va être le 2 plus 2 donc, sur l'écran. Donc, avec une concaténation avec le point. Donc, le point, ça ne veut pas dire qu'on va concaténer que des chaînes de caractères. Donc, ça peut, pour le 2 ici, est désigné donc, comme integer, mais il a été utilisé dans echo donc, pour pouvoir concaténer avec une chaîne et l'afficher sur l'écran. Donc, l'opérateur de concaténation qui est le point va donc nous permettre de mettre bout à bout deux chaînes de caractères. Qu'affiche ce code? On a donc la variable couleur qui contient bleu. On va désigner la valeur donc, ou l'indice -2 de la variable couleur. Donc, si on affiche $var, on va avoir, donc -2, on a dit que le -1 c'est le dernier, -2 c'est l'avant-dernier, donc ça va être le E. Qu'affiche ce code? Donc, même chose, donc ici, donc $var est égal à bon, une autre $var point égal jour, donc on va afficher var. Donc ici, on fait attention, donc la même variable, elle va recevoir son ancienne valeur plus la nouvelle valeur, donc on parle de concaténation, et là on va voir bon avec B majuscule, jour avec le J majuscule, concaténé. Donc le point égal, c'est un opérateur de concaténation,
Donc comme on l'a vu pour plus égal, moins égal, sur égal, ainsi de suite. Pour afficher le message 4e SI en gras et italique, on utilise, donc prenez votre temps, donc ici il faut faire attention sur les balises HTML à utiliser, donc on dit donc gras italique, d'accord? Donc et on utilise le langage PHP. Donc les deux réponses correctes, c'est le B et le C. Donc on a utilisé des parenthèses dans la première, sans parenthèses dans la deuxième. Donc on a dit que les parenthèses, ils ne sont pas obligatoires pour echo. La dernière question. Quelle est la syntaxe correcte pour générer le code HTML suivant? Alors on a utilisé ici du HTML. Je veux qu'il soit inclus dans deux balises ouvrantes fermantes de PHP, donc qui va être affiché ensuite en HTML. Donc, et là, vous allez voir ça avec les autres collègues pour l'affichage des tableaux. Alors, vous prenez votre temps. Donc, vous faites attention à l'apostrophe. Vous faites attention aux guillemets. Donc on a des concaténations. Donc tout ça, il faut qu'il soit bien écrit pour que PHP ne génère pas d'erreur. Donc bien évidemment, donc, toutes ces réponses sont correctes. Donc on peut utiliser des parenthèses comme on peut ne pas l'utiliser. Si on a un apostrophe, on voit bien ici. Donc j'ai utilisé l'anti-slash. Donc ce caractère-là nous permet donc d'utiliser l'apostrophe malgré que l'apostrophe est un délimiteur de notre chaîne. Mais le slash apostrophe, l'anti-slash apostrophe, nous permet d'échapper au premier apostrophe et utiliser le deuxième apostrophe qui est ici, et ce n'est pas une erreur. Comme en Pascal, entre guillemets, lorsqu'on utilise les deux apostrophes quand on a par exemple l'élément. Donc notre cours est terminé jusque-là. Donc j'espère bien que j'étais bien expressif donc, sur les notions de PHP et que vous avez tout compris. Bon courage et à bientôt.